Bonjour à tous. Nous sommes à chacun de vous qui participez à ce webinaire. Vous allez être très nombreux, vous êtes 160 inscrits et nous en réjouissons beaucoup pour ce webinaire dont le sujet est objectif zéro carbone dans l'habitat. Moi, je suis Alix Guibert, vice-présidente d'Habitat Humanisme, qui est une association et une entreprise solidaire présente sur tout le territoire en Luxembourg et en Belgique, et dont la mission est d'insérer par le logement des personnes en grande difficulté après une rupture de vie, une maladie, une addiction. À ce titre, nous rénovons, nous achetons, nous construisons, nous réalisons des habitats collectifs et nous gérons aussi des logements pour le compte de tiers des propriétaires solidaires. Donc, nous sommes confrontés de plein fouet à la question objective zéro carbone dans l'habitat de ce webinaire organisé par Impact France. Impact France est une structure, un réseau qui réunit des entrepreneurs qui mettent l'impact écologique et social au cœur de leur entreprise. Aujourd'hui, Impact France réunit plus de 1000 entrepreneurs qui promeuvent l'impact social, l'impact écologique, le partage des valeurs et le partage du pouvoir. Je suis là en tant qu'Habitat Humanisme et membre d'Impact France, mais l'objectif de ce webinaire n'est pas de parler d'Habitat Humanisme, mais bien de traiter ce sujet, comment parvenir à cet objectif zéro carbone dans l'habitat. En effet, c'est la limite que se sont donnés les États lors de la COP 21 pour alléger les effets du changement climatique. Récemment, la stratégie nationale bas carbone et les règlements ambitieux sont venus renforcer cet engagement. Il y a la loi Elan de 2018, la loi climat et résilience plus proche en 2021 et la récente application de la réglementation environnementale dite RE 2020. Donc se pose une double interrogation pour nous. En France, les bâtiments concentrent près de la moitié de notre consommation d'énergie et un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. En même temps, il existe toujours 4 millions de mal logés qui ont des problématiques de précarité énergétique. Et comment traiter à la fois ces deux sujets ? Lundi, le GIEC nous rappelait son troisième volet de son rapport et qui le démontre largement que la transition vers une économie durable et résiliente passera par une transformation solidaire de nos sociétés. Voilà. Alors, quelle solution pour adapter nos logements aux impératifs d'une transition énergétique solidaire ? Trois experts de ce secteur vont nous livrer leur vision et leur analyse sur la manière dont on peut réconcilier les termes habitat, résilience et solidarité. Je remercie Philippe Pelletier, président du plan logement durable et aussi président du directoire d'Habitat Humanisme. Suzanne Flicotto, vice-présidente du Conseil de l'Ordre des architectes. Non, Valérie Flicotto, pardon. Et Suzanne Chévenier, présidente des compagnons bâtisseurs, qui vont nous permettre de nous éclairer et de donner des pistes pour relever ce défi. Voilà, après l'intervention de nos interlocuteurs, vous aurez la parole, vous pourrez poser vos questions et nous respecterons vraiment l'horaire, c'est-à-dire qu'à 10 heures, on aura fait le tour du sujet. Et je remercie vivement nos trois interlocuteurs qui ont participé, je crois, au succès de ce webinaire. Voilà. Philippe, est-ce que tu peux démarrer ? C'est à moi. Merci Alix de me donner la parole. Mon rôle va être de placer le sujet dans le contexte général que connaît la France
à propos de cette démarche zéro carbone. Bien entendu, on a tous en tête le contexte international dans lequel on s'inscrit, à la fois, comme Alix vient de le dire, le rappel du GIEC sur l'urgence qu'il y a à mettre en œuvre les leviers qu'on a à disposition pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, et puis la question de l'approvisionnement en énergie en Europe que pose la guerre que chacun connaît. Mon propos, c'est de vous expliquer qu'il y a une démarche que je crois tout à fait cohérente qui nous fait aller progressivement de l'énergie vers le carbone, de la maîtrise de nos consommations d'énergie vers la recherche du bas carbone dans l'habitat. Et si on veut ne pas remonter trop loin, on porte néanmoins le regard 15 ans en arrière, au moment de ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement, qui a été pour moi un acte fondateur de notre action environnementale dans notre pays. On est en 2007 où se rassemblent l'ensemble des forces vives du pays, le patronat, les syndicats, les associations de protection de l'environnement, les collectivités territoriales et l'État. Et ensemble, ils décident d'objectifs à très long terme, puisqu'ils se projettent 43 ans plus tard, à l'horizon 2050. Retenons qu'il n'y a pas beaucoup d'actions de la puissance publique qui s'inscrivent ainsi dans la longue durée. C'est tout à fait exceptionnel. Et ce qui est aussi exceptionnel, c'est que des majorités successives de droite et de gauche ont pu par la suite maintenir le cap, garder cet objectif 2050 et l'enrichir avec leurs spécificités. Bref, il y a au départ des fondations solides qui est de se donner une perspective, et cette perspective, elle est construite autour de la réduction de nos consommations d'énergie. On aurait pu tout de suite s'embarquer dans l'idée qu'il faut aller vers le bas carbone, qu'il faut privilégier des matériaux qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut mieux stocker le carbone, etc. Ce n'est pas le choix qui a été fait dans cette politique publique. Elle est partie sur la consommation d'énergie en pensant que c'était plus facile pour nous tous de comprendre cet objectif. C'est facile, évidemment, à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'argent pour se chauffer, que si la maison est mieux isolée, l'accès au chauffage redeviendra possible. C'est facile de comprendre pour un locataire dans le parc HLM qui a un loyer modéré, mais qui a des charges locatives qui sont très élevées parce que les charges de chauffage sont considérables, qu'il va retrouver du reste à vivre si on arrive à isoler son logement. Et bref, c'est sur le terrain de la réduction, de la maîtrise de nos consommations d'énergie qu'on s'est lancé. Alors, ce n'est pas besoin de raconter tout le parcours qui a été émaillé de lois successives, mais je veux simplement dire qu'il y a eu deux actions principales. L'une, c'est de faire en sorte que nos constructions nouvelles soient de plus en plus respectueuses de l'énergie consommée dans le bâtiment. On a rehaussé sérieusement la barre dans une réglementation thermique qu'on appelle 2012, qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'autre action, la plus importante, c'est celle qu'on a dirigée vers le parc existant, c'est-à-dire les 30 millions de logements à usage de résidence principale que nous occupons, en disant le moment est venu de rénover ces logements. Beaucoup d'entre eux sont des maisons individuelles, plus de la moitié sont des maisons individuelles. Beaucoup sont des pavillons qui ont été construits à un moment où le prix de l'énergie était tellement bas qu'on ne se préoccupait pas d'isoler les maisons, par exemple d'isoler les combles, et il a fallu une action de grande ampleur. Ça a commencé par la sensibilisation de la population et la mise à disposition d'aides qui ont mis beaucoup de temps à prendre dans la société,
Mais aujourd'hui, je crois que c'est fait. Et on a en gros deux actions principales qui sont à l'œuvre. L'une qui est d'aider très puissamment les ménages les plus fragiles à sortir de la précarité énergétique, un taux de subvention très élevé et aujourd'hui un prêt remboursable à la succession ou à la vente du logement pour les personnes les plus fragiles, qu'on appelle le prêt avance rénovation, et pour le grand nombre, un succès très considérable en 2021 où plus de 700 000 ménages ont fait des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Alors, on n'est pas au bout du chemin sur l'énergie, mais c'est le moment qu'on choisit pour amplifier l'action en s'attaquant de plein pot à la baisse de nos émissions carbone. Alors, évidemment, chacun comprend que quand on réduit nos consommations d'énergie, on réduit corrélativement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais là, c'est une action directe dont on s'est saisi, qui est de dire nous devons, dans chacune de nos sphères d'activité, limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans un moment, Valérie Flicoteau vous expliquera la réglementation environnementale qui s'attaque de plein fouet au poids carbone du bâtiment pour en maîtriser les effets et en réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une action très forte. On n'a pas encore embarqué la société directement dans la prise en compte du poids carbone au cours des rénovations des bâtiments existants, mais ce sera un prochain chantier. Et on vient de lancer une action qui est tout à fait intéressante, et c'est elle avec laquelle je clôt mon intervention, qui est une demande posée par le Parlement dans la dernière loi qui s'appelle Climat et résilience du mois d'août dernier, qui a dit à l'ensemble des secteurs économiques du pays, je vous demande de nous faire un rapport au début de l'année 2023 pour dire comment chacun dans vos sphères d'activité, vous êtes capable de conduire ce qu'on appelle une feuille de route de décarbonation. Et donc, il y a un champ qui est celui du cycle de vie du bâtiment. Il se trouve que je suis chargé comme président du plan bâtiment durable avec l'appui du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, d'organiser le mouvement, de conduire la concertation. Mais retenez que dans les mois qui viennent, tous ceux qui s'intéressent au bâtiment vont être sollicités pour réfléchir ensemble à savoir comment on va pouvoir aller vers la décarbonation. Comment on va pouvoir mettre en place des matériaux, des équipements bas carbone. Comment on va pouvoir, dans les actes de rénovation énergétique, aller vers le bas carbone. Comment on va pouvoir, et ce sera Suzanne qui l'abordera, ça, par les usages que l'on met en œuvre, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un immense chantier qui va mobiliser les filières du bâtiment, mais au-delà, l'ensemble des sphères économiques du pays pour qu'on accélère en somme notre mouvement vers le zéro carbone, c'est-à-dire vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Voilà le programme dans lequel on est embarqué, de l'énergie au carbone, avec clairement un changement de braquet qui se dessine. Philippe, merci. On va peut-être réserver les questions au fil de cette heure. Et pour l'instant, on va passer Valérie, si Valérie veut prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Je pense que Philippe, merci de cette mise en perspective en fait du sujet et de cette mise en profondeur. Moi, effectivement, tu l'as dit, Philippe, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu majeur autour de la question de la sobriété qui effectivement a été amorcé au travers aussi de réglementations qui s'imposaient à l'ensemble de la filière bâtiment, qui est la première réglementation thermique. Mais
je pense que pour revenir sur le rapport du GIEC, qui nous donne quand même des lueurs d'espoir, le rapport du GIEC, puisqu'en fait, le rapport du GIEC dit que les solutions existent. Donc, on a fait le constat se vérifie, et maintenant, il faut passer à l'action. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, les choses ne sont pas toutes à inventer. Les solutions sont sur la table. Elles ont été inventées et travaillées par des pionniers, en tout cas dans le monde de la construction. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et je reviens à cette question de la sobriété carbone. On voit bien que ce drame que vit l'Europe aujourd'hui et la guerre en Ukraine nous impacte, nous, directement, puisque sans gaz russe, on a du mal à se chauffer, on a du mal à se déplacer. Ce qui veut bien dire que si on réduit nos besoins et de chauffage et de déplacement, on arrivera aussi à vivre mieux et ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas non plus, et ça c'est quand même un sujet qui est extrêmement important et qui s'impose à nous tous, il ne s'agit pas que faire la transition écologique soit source aussi d'exclusion et de relégation de personnes. Il y aurait ceux qui pourraient chauffer et ceux qui ne pourraient pas. Il y aurait ceux qui auraient le droit à une maison isolée et ceux qui n'auraient pas le droit à une maison isolée. Donc, dans cette question de la transition, il y a aussi la question de faire ensemble et d'être tous ensemble. En tout cas, c'est quelque chose dont les architectes ont quand même une grande conscience et qui leur importe beaucoup. Dans les solutions, donc, il y a la réduction des besoins, la sobriété, ça, on en a parlé. Mais la sobriété, c'est effectivement isoler les bâtiments. C'est peut-être aussi se poser la question d'avoir moins de systèmes polluants, des chaudières gaz qui utilisent le gaz qui est polluant, peut-être essayer aussi de trouver des solutions qu'on pourrait appeler low-tech, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir forcément des ventilations mécaniques, se poser la question de mettre en œuvre le bâtiment qui permet d'avoir une ventilation qui est naturelle et qui n'a pas besoin d'électricité en fait pour fonctionner. Il y a tout un tas de stratégies un peu innovantes qui sont à l'étude autour de cette question, aussi de moins de techniques pour plus de facilité aussi d'entretien, et puis moins d'argent, puisqu'en fait, un système qu'on ne paye pas, c'est aussi autant d'économies qu'on pourrait mettre aussi dans la réalisation de l'isolation performante du bâtiment. Pour nous, il y a aussi une autre question qui est centrale, qui est intervenir sur l'existant. Intervenir sur l'existant, ça veut dire rénover les bâtiments, Philippe, tu en as parlé. Ça veut dire aussi arrêter de construire à l'extérieur des villes et essayer de se concentrer dans ce qu'on appellerait l'enveloppe urbaine. Arrêter de construire en périphérie des villes des zones commerciales qui sont toujours plus loin, du coup qui demandent toujours plus de déplacement et du coup qui demandent toujours plus de dépendance à la voiture. Et on sait que ce phénomène de construire loin, c'est aussi un phénomène qui permet aux plus pauvres d'avoir accès à la maison individuelle, puisqu'on va construire sur des terres où le foncier est beaucoup moins cher, mais en même temps, à contrario, avec cet enfermement du coup de ces populations dans une dépendance à la voiture. Et là encore, je reviens sur la question de la guerre en Ukraine, où on voit que là, aujourd'hui, pour que les gens ne soient pas enfermés, on doit soutenir le prix de l'essence, ce qui est quand même paradoxal à un moment où on dit qu'il faut qu'on sorte de l'énergie fossile. Donc, on voit qu'il y a quand même des contradictions et que l'une des solutions aussi, c'est effectivement de travailler sur la ville qui est déjà là, la ville qui est déjà construite, réinvestir en fait, refaire la ville sur la ville et réinvestir des endroits qui sont peut-être des délaissés, qui ne sont plus trop utilisés. Là encore, ça permettra de réduire les déplacements, donc aussi réduire l'impact carbone et aussi de réinterroger en fait la place de chacun dans la ville. Et après, il y a un troisième sujet majeur qui tourne autour des matériaux.
Alors Philippe, tu l'as expliqué, on est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la fameuse RE 2020 qui s'applique là depuis le début de l'année. Cette fameuse RE 2020, elle est intéressante parce qu'elle ouvre deux champs majeurs pour le monde de la construction. Elle renforce la question d'isolation thermique des bâtiments, mais ça, c'est quelque chose qui est acquis et qu'on sait faire maintenant. Après, elle ouvre le champ de, tu l'as dit, Philippe, l'analyse du cycle de vie du bâtiment et donc la qualité des matériaux qu'on met en œuvre. Et cette capacité de certains matériaux de construction à stocker du carbone, je pense aux matériaux qu'on appelle biosourcés, qui sont le bois, mais aussi tous les matériaux fibrés, le chanvre, la paille. Aujourd'hui, la France est leader dans la construction moderne et contemporaine de ces méthodes qui sont ancestrales, hein, que tout le monde connaît, qui sont réinvestis aujourd'hui par les concepteurs que sont les architectes et les bureaux d'études pour en faire des matériaux nobles et bas carbone. Bois, bambou, paille, chanvre. Il y a aussi tous les matériaux qui tournent autour de la terre coulée, la terre crue, compactée. Tout ça, c'est des techniques très anciennes qui trouvent un second souffle, une nouvelle vie au travers de cette approche sur l'impact carbone du bâtiment. L'autre chose qui est très intéressante avec ces matériaux, c'est que c'est des matériaux qui sont locaux, qui peuvent être fabriqués en France, transformés en France. Les filières doivent se monter et s'organiser, mais la France aussi, par rapport à d'autres pays européens, a cette chance de bénéficier de beaucoup de ressources qui sont utiles pour le bâtiment. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Donc là aussi, il y a un enjeu de stratégie économique autour de l'investissement dans de nouvelles filières. Je rappelle que le béton, qui est le matériau le plus utilisé en France, est aussi le matériau le plus émetteur de gaz à effet de serre pour deux raisons. Le premier, c'est que pour avoir la chaux qui rentre dans la composition du béton, il faut chauffer à très haute température et ça demande beaucoup d'énergie. Et la deuxième raison, c'est que le sable qui rentre dans la composition du béton, c'est un sable qui est très spécial, c'est un sable de plage, c'est pas du tout le sable du Sahara. Et aujourd'hui, ça devient une ressource rare, notamment dans les pays émergents. Des plages entières sont disséminées uniquement pour pouvoir satisfaire la consommation de béton. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a besoin de changer de pratique, il y a besoin de trouver de nouveaux modèles et de nouvelles façons de faire. La troisième chose que nous apporte la nouvelle réglementation, c'est aussi une réflexion autour des grandes canicules et du confort d'été. Puisque aujourd'hui, on s'inquiète à juste titre du confort d'hiver et on voit bien que les hivers rudes impactent tout le monde et notamment les plus précaires. Mais on va avoir, avec le changement climatique qui est déjà en œuvre, de plus en plus d'événements climatiques extrêmes et notamment en 2100, il y aura plus d'une vingtaine de canicules mortelles par an. Donc il faut aussi qu'on se prépare, qu'on prépare nos villes et qu'on prépare nos bâtiments à affronter ces canicules. Et cette question du confort d'été, elle est abordée dans la nouvelle réglementation. Et elle va demander là encore aux concepteurs de réfléchir à une conception beaucoup plus bioclimatique, c'est-à-dire plutôt que de faire contre la nature, en imaginant des façades vitrées plein sud avec une climatisation, on va être obligé de faire avec la nature et donc de se protéger intelligemment du soleil, tout en pouvant profiter aussi de son apport gratuit en hiver. Donc c'est vraiment un nouveau mode de pensée, une nouvelle façon de faire les bâtiments et une nouvelle façon aussi de les rénover. J'insiste aussi sur cette importance de la rénovation. Et pour conclure, je pourrais dire que la réglementation, c'est bien, mais c'est une marche qui n'est pas forcément très performante. C'est une marche qui est un peu
une première marche pour emmener tout le monde, et même les plus réticents. Mais on peut faire beaucoup plus et on sera incité à faire beaucoup plus, et notamment au travers d'un label qui est en cours d'élaboration au plan bâtiment durable, et qui va permettre aussi de réfléchir autrement et d'avancer dans la performance. Je dirais une dernière chose sur la RE, parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est l'une des rares réglementations en France qui dès aujourd'hui, prévoit ces paliers de progression. Et ce qui est aussi avec un enjeu d'emporter la filière, c'est-à-dire qu'on sait déjà que dans 5 ans, les exigences vont être rehaussées, et dans 10 ans. Et donc, ça permettra aussi aux acteurs, en lien avec le label, de se préparer et de pouvoir annoncer, ben moi, voilà, je suis votre bâtiment, je vous le livre, on sera prêt pour être à la future réglementation de 2030 ou de 2040. Je fais aujourd'hui, en 2020, un bâtiment qui sera conforme à la réglementation de 2030. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on travaillera avec le label. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Non, non, pas du tout. Merci Valérie pour toutes ces informations et cette passion sur la rénovation et tout cet espoir, voilà, que tout ce qui se met en route va nous permettre à la fois de changer de mentalité et très concrètement faire avancer le mieux de la planète, là où nous sommes. C'est ça qui est bien. Moi, il y a une question pour Philippe. Philippe, une question de Mathias Navarro de Redman, qui est membre d'Impact France. Bonjour, merci de vos exposés. Beaucoup de rénovations thermiques en 2021, certes, mais bien trop peu de rénovations globales, qui seules permettront de prendre un vrai chemin de réduction de consommation. Éviter les effets rebonds. Comment va-t-on financer ce chantier? Toutes les études, ADEME, Shift Project, etc., partant d'un budget de plus ou moins 15 millions d'euros par an pendant 30 ans. Merci. Alors, je pense que milliards, c'est en milliards. Milliards, pardon. C'est en milliards. Je réponds à la question. L'observation est juste. C'est-à-dire que dans les 700 000 rénovations, l'essentiel, ce sont des gestes de rénovation et non pas des rénovations globales. On peut en être désolé. On peut aussi penser que c'est une première marche de rénovation vers d'autres gestes de rénovation qui conduiront à la rénovation globale. Moi, ce dont je suis sûr et que j'essaye sans grand succès de pousser depuis que je m'occupe du plan bâtiment durable, c'est qu'il faut au moins essayer de privilégier des bouquets de travaux, c'est-à-dire des travaux qui, les uns avec les autres, donnent du sens en approchant d'une rénovation globale. Donc, il y a là une voie qu'il faut travailler. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas satisfaisant de n'avoir essentiellement que des rénovations par geste, même si c'est un premier pas qui mérite d'être relevé. Quant au financement, pour le moment, on est sur un mode de subvention par différents moyens, que ce soit MaPrimeRénov' ou que ce soit les certificats d'économie d'énergie. Je pense que progressivement, on ira vers une concentration des aides pour les ménages les plus modestes, des aides d'État pour les ménages les plus modestes, et je l'espère, par la mobilisation du secteur bancaire, ce qui n'est pas encore le cas, pour qu'il accompagne par des prêts adaptés les actions de rénovation. C'est une voie qu'il faut travailler ensemble. Merci Philippe. Je vais rebondir sur une question pour remercier Suzanne de prendre la parole. Une question qui a été évoquée par un de nos participants à ce webinaire concernant la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour, en tant qu'opérateur, mettre en action tous ces chantiers qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée. Notre intervenant se pose la question, est-ce qu'il en existe encore? Suzanne, merci. Merci beaucoup. Nous éclairer là-dessus. Et j'espère pouvoir apporter
des éléments de réponse. Donc, merci beaucoup de l'invitation à participer à cet échange qui me paraît extrêmement riche et nous sommes très en avec les différents intervenants. Je crois que les questions, il y a vraiment un consensus sur les questions et les problèmes qui se posent. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement mettre un focus, hein, ce n'est pas du tout en opposition avec ce qui a été dit, mais mettre un focus sur une partie de la population, celle qui est la plus en difficulté. On pourrait dire qu'on est en train de parler là des personnes, les 5 à 10% des personnes avec les revenus les plus faibles. Alors, juste deux mots peut-être d'abord de présentation de qui sont les compagnons bâtisseurs, puisque je parle en leur nom ici. C'est une association de lutte contre le mal logement qui existe depuis à peu près 65 ans maintenant. Donc, on a une certaine historique dans le domaine. Et notre spécificité, c'est de travailler avec des personnes, des habitants, à améliorer leur logement. Mais vraiment, un de nos souhaits les plus forts, c'est de transférer nos techniques, de susciter de l'entraide, etc., améliorer le logement, mais en même temps donner du pouvoir d'agir aux personnes, aux communautés, aux habitants d'un immeuble, ce qu'on veut, de façon à ce que ces personnes puissent continuer à améliorer leur logement. C'est ce qu'on appelle l'auto-rénovation accompagnée. Cette part d'accompagnement qui facilite à la fois techniquement et socialement, c'est une partie indispensable. Donc, qu'en est-il donc si on se pose la question du zéro carbone et de la précarité énergétique, je ferai un peu la transition. Je crois que la première chose à voir, c'est que la partie de la population dont je parle n'est pas la partie responsable de la plupart des émissions carbone. Ce sont des gens qui sont souvent en privation de consommation d'énergie, mais plein d'autres consommations aussi, qui ont souvent des logements plus petits. Bref, il faut juste se rappeler que cette partie de la population n'est pas celle qui pose le plus de problèmes, si je puis dire, face au changement climatique et à l'ensemble des problèmes qui nous occupent. Mais ils sont nombreux. On l'a dit tout à l'heure, on parle de 3 à 4 millions de personnes qui sont vraiment en précarité énergétique avec difficultés financières. Et ça, c'est les chiffres d'avant la crise, hein, avant l'augmentation actuelle des prix de l'énergie. Je n'ose pas imaginer quels vont être les chiffres. Tous les acteurs du domaine, fournisseurs d'énergie, etc., sont extrêmement inquiets de l'avenir là-dessus. Mais ça veut dire qu'on est en train de parler d'une question de justice sociale dans la transition énergétique, dans l'évolution vers le bas carbone. Et on est en train de dire quelque chose que le dernier rapport GIEC a souligné, mais comme les précédents, c'est que traiter les solutions face au changement climatique sont d'ordre technique, mais sont d'ordre social aussi. Et donc, il sera très important d'équilibrer ces deux éléments. Alors, ça fait un moment, hein, j'étais en train d'essayer de calculer, mais ça fait probablement depuis 2007-2008 que les compagnons bâtisseurs essaient d'agir dans le domaine de la précarité énergétique. Et on est arrivé à faire un certain nombre de choses, mais avec beaucoup de difficultés dans le cas de personnes en grande précarité. Je passe rapidement sur l'instabilité et la complexité des dispositifs. L'Observatoire national de la précarité énergétique a bien montré, a fait une superbe presse qu'il y avait un dispositif par an, grosso modo, sur cette période. Donc, personne n'a réussi à tout suivre. Mais par-dessus le marché, les dispositifs ne sont pas toujours adaptés aux personnes vraiment des ménages très modestes, des personnes en grande difficulté, en particulier financière. L'une des raisons, c'est que ces personnes ont besoin d'être fortement accompagnées
parce que c'est un processus techniquement compliqué, socialement déstabilisant, complexe, dont elles n'ont pas l'habitude. Et donc, il y a besoin d'un fort accompagnement de ces personnes. Et depuis longtemps, c'est en train de s'améliorer, mais depuis longtemps, l'accompagnement était très, très insuffisant. Et il faut aussi se rendre compte que parfois les dispositifs juste ne vont pas aller. Et même le prêt avance rénovation, qui est vraiment un progrès très clair dans le secteur, peut poser problème à des gens qui sont interdits bancaires, dont le bien, par exemple, est à la campagne, au milieu rural. Peut-être que le bien n'a pas la valeur correspondant aux travaux nécessaires pour le mettre en état. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le prêt hypothécaire? Tout ce truc-là fait peur quand vous n'en avez pas l'habitude, même si le montage financier est robuste, c'est très inquiétant. Et puis, j'arrive pas à m'arracher de l'idée qu'il y a quelque chose d'assez cruel, que le seul bien que ces personnes pourraient transmettre va se retrouver hypothéqué de ce fait. Bref, il y a un fragment de la population qui est vraiment en difficulté là. Alors, j'aimerais vous dire un peu ce que font les compagnies bâtisseurs dans ce domaine, donc pas les activités qu'on a menées jusque-là, mais vous parlez de 2 actions expérimentales qui doivent nous servir de démonstrateurs pour vraiment évaluer à la fois la possibilité de nos actions, leur modèle économique et les besoins d'ajustement réglementaire qu'il peut y avoir derrière. Il y a certains verrous qui peuvent apparaître. Alors, l'un de ces projets, c'est un projet qui s'appelle Ensemblier solidaire, qui est mené avec l'association Stop Exclusion énergétique, avec Doremi et avec excusez-moi, REH, Renault Ecohabitat, excusez-moi d'écorcher leur nom. Et ce dispositif consiste à faire des rénovations globales et performantes. Donc, c'est vraiment le tout. Hein, ce n'est pas les rénovations par étapes progressives, mais vraiment une rénovation globale et performante, en insérant de l'autoréhabilitation accompagnée, c'est-à-dire en permettant aux habitants de participer à ce travail qui est fortement technique. Donc, il y a une grande partie qui va être menée par des artisans, mais où il peut y avoir un apport en industrie qui quand même abonde au budget de la part des habitants. Ça abonde au budget et puis ça leur fait participer et améliore fortement l'appropriation de ce dispositif. Il y a de la formation d'artisans, Doremi fait déjà ça c'est extrêmement important, de la formation d'accompagnateurs et c'est en train de démarrer. Les dossiers sont montés, on pense qu'on pose entre guillemets la première pierre ou le premier bloc isolant au mois de juin. Donc, première essaie de faire bénéficier aux habitants les plus modestes d'une rénovation globale et performante en embarquant des artisans dans un projet où ils ont leur rôle à jouer, mais où les habitants les plus modestes peuvent s'y engager aussi. L'autre dispositif est quelque part plus modeste, mais tient aussi compte de la difficulté des situations réelles. Et pour celui-là, nous avons monté un fonds de travaux, un fonds d'abondement au budget de travaux avec l'aide de partenaires privés. Donc, nous avons une dizaine de partenaires privés qui viennent nous abonder un fonds qui va nous permettre de faire une expérimentation sur 30 chantiers en apportant à chaque fois 4 000 € par chantier. Et c'est souvent ces 4 000 €, on est en train de parler de rénovations qui sont de l'ordre de 40, 50, 60 000 €. C'est souvent le petit quelque chose qui manque. Donc, c'est déjà, nous, de notre côté, à l'aide de nos partenaires privés, nous avons réussi à faire en sorte qu'on puisse débloquer un certain nombre de chantiers. Et je souligne quand même que ces chantiers sont parfois, même souvent, hors dispositif actuel, parce qu'ils peuvent correspondre aux problèmes qui se posent à l'instant zéro du chantier. Quid d'une maison en grande insécurité électrique?
il faut commencer par sécuriser électriquement avant qu'on fasse quoi que ce soit. On ne peut rien faire d'autre. Donc, le premier pas vers la rénovation, c'est la sécurité électrique. Ça peut être aussi la réparation du toit, de façon à ce qu'on puisse avancer. Donc, ce fonds de travaux va nous servir de démonstrateur également, de manière à voir comment, en vrai, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on rencontre comme problème, et il va se dérouler dans l'ensemble des territoires que nous couvrons. Je crois que je ne l'ai pas dit au début, mais nous couvrons quasiment toutes les régions de France, métropole et outre-mer. Donc, ça va nous permettre de tester dans des régions où il y a des problèmes différents, des dispositifs différents, ces éléments-là. Donc, pour conclure, ce que nous essayons de faire, c'est de rester au plus près des gens qui sont les plus en difficulté, et hélas, leur nombre explose. Notre souhait, c'est d'apporter de la rénovation complète dans la mesure du possible, bien sûr avec des matériaux biosourcés dans la mesure du possible, et c'est souvent très adapté, encore plus peut-être en outre-mer, enfin très clairement en métropole aussi. Pour l'instant, on travaille sur ces démonstrateurs pour vraiment pouvoir évaluer, aller au-delà, changer d'échelle, résoudre les problèmes réglementaires et aller de l'avant, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Suzanne, et quel beau chantier vous ouvrez, et quelle belle antériorité d'ailleurs sur le sujet, quand je pense que ça fait plus de 70 ans que vous travaillez avec les locataires ou propriétaires pour améliorer et être en conformité à une évolution souhaitable. Alors maintenant, on va passer, si vous permettez, aux questions. On a des questions alors assez diverses, très concrètes et puis un peu plus générales. Une première question, je ne sais pas qui va répondre, si c'est Valérie ou Philippe. Concrètement, aujourd'hui, au dépôt d'une demande de permis de construire, comment se formalise, déclaratif, annexe fiche, produit, etc., l'attestation de prise en compte de la RE 2022 en remplacement de la RT 2012? C'est du concret. Oui. Oui, je peux répondre. Merci Valérie. Alors, d'abord, c'est la RE 2020, 2020. 2020. Même si elle est entrée en vigueur en 2020. Bon, après, finalement, concrètement, en cas de dépôt de permis de construire, ça ne change pas grand-chose. Il faut toujours déposer un calcul de BBio. Ça, c'est les maîtres d'ouvrage là qui nous écoutent savent ça. Donc, on dépose de façon dématérialisée le calcul thermique qui est demandé pour le projet. Et puis après, au stade du permis de construire, le maître d'ouvrage s'engage à réaliser une étude d'analyse de cycle de vie de son bâtiment, donc la fameuse étude ACV. Et au moment de la fin de chantier, il doit remettre cette analyse, là encore, sur un site dématérialisé. C'est toujours des calculs qui sont conventionnels, tout ça. Donc, on doit remplir des cases qui sont pré-remplies. Alors, aujourd'hui, le dispositif, il est assez maîtrisé, notamment par les architectes et les bureaux d'études qui travaillent sur des projets importants. Je sais que le Conseil de l'Ordre, on travaille à outiller les architectes aussi pour pouvoir intervenir en autonomie sur les petits projets de maisons individuelles pour accompagner des particuliers, et notamment pour faire tout ce qui est calcul thermique. Et ça fait partie des demandes qu'on a formulées, que pour ces petits projets, on puisse avoir des calculs simplifiés aussi pour l'analyse de cycle de vie des bâtiments, pour permettre soit alors des sujets non accompagnés en autoconstruction, soit des sujets accompagnés. Je voulais quand même préciser, tout à l'heure, on parlait de rénovation globale, ça me semble essentiel, ça me semble important. On sait que les rénovations globales sont les seules qui sont de nature à faire changer de classe énergétique. Donc, on peut pas. Aujourd'hui, si on veut répondre à nos engagements, on ne peut plus se satisfaire de la de la rénovation par geste. Il faut absolument aller dans la rénovation globale. Et je pense aussi que l'un des freins à la rénovation globale, c'est sûrement aussi l'absence de coordination et de conception.
Alors, j'en parle d'autant plus facilement que c'est vraiment le rôle de l'architecte, justement, d'être en amont et, de concevoir un projet qui soit performant, et deux, d'en assurer la coordination sur le chantier. En fait, aujourd'hui, les rénovations partielles, c'est aussi parce que quand une entreprise, un chauffagiste vient pour s'interroger sur l'état de la chaudière, eh ben, il ne s'interroge pas sur l'état des fenêtres. Et inversement, si on doit changer une fenêtre, on ne s'interroge pas sur le système de chauffage. Et donc, c'est là aussi où il y a beaucoup d'acteurs qui appellent justement à aussi la prise en compte d'études en amont qui permettent de faire des prescriptions qui amènent vers la rénovation globale et qui interrogent le bâtiment de façon plus systémique et plus globale. Donc ça, c'est fondamental. C'est aussi quelque chose, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le rôle du fameux diagnostic de performance énergétique qui a été complètement revisité, qui a été renforcé. Il y a tout un tas de sujets de mise en compatibilité. Vous l'expliquez, Suzanne, ce qui est très compliqué pour les acteurs, c'est aussi de suivre la marche forcée de la réglementation qui évolue tout le temps. Nous, pour les concepteurs, c'est pareil. Il y a plusieurs formes de diagnostic qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas exigées dans les mêmes conditions de financement. Donc, tout ça a un vrai besoin d'harmonisation. Ça a été aussi un travail qu'on peut accorder au quinquennat, qui a été de faire ce travail de mise en compatibilité de l'ensemble des outils qui sont à la disposition des concepteurs. Bon, enfin voilà. Mais en tout cas, pour répondre concrètement à la question, c'est assez simple. Merci Valérie. J'ai une autre question pour Valérie, mais je vais passer maintenant à Philippe, que je vais faire un peu travailler sur une observation. J'aimerais savoir comment tu réagis. Je trouve les directives européennes et les 2 lois récentes bien peu incitatives. T'en penses quoi? Écoutez, je ne sais pas répondre à ça. Ce que je sais, c'est que il y a 15 ans, la France avait 20 ans de retard sur ces sujets par rapport à l'Allemagne ou aux pays nordiques. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la locomotive. La réglementation environnementale dont Valérie a parlé est considérée par les autres pays européens comme tout à fait à la tête du progrès et de l'innovation. Mesurer le poids carbone d'un bâtiment au cours de son cycle de vie, c'est quelque chose de tout à fait innovant. Et les actions de rénovation, même si la rénovation globale n'est pas encore au rendez-vous comme on le souhaiterait, montre une massification de l'action qui aussi nous caractérise par rapport aux autres pays. Donc, dans l'ensemble, je trouve qu'on a su donner en France l'élan qui, en somme, permet de considérer qu'aujourd'hui, on est redevenu parmi les bons élèves de la classe. Si tu le permets, Alix, il y a 2 questions que j'ai repérées, auxquelles je dirais bien un mot, une question ou une observation de Christine et une question de Gilles, parce qu'elles se rejoignent. Christine nous demande comment est-ce que on va réussir à installer les matériaux biosourcés, une économie de la récupération, une économie circulaire, comment est-ce que les règles vont suivre. Et puis Gilles nous dit comment est-ce qu'on va former les artisans de demain dont on a besoin pour conduire tout ça. Eh bien, c'est des questions tout à fait majeures parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé en se plaçant du côté de la demande, c'est-à-dire du côté des ménages qui ont froid chez eux, qui sont en précarité, qui ont envie de faire des travaux, qui comprennent pourquoi il faut les faire, etc. Et je pense que on a, dans les années qui précèdent, pas assez traité l'autre aspect du sujet, c'est-à-dire du côté de l'offre. Est-ce qu'on a en face de cette demande qui va croissante une offre pertinente, répartie sur tout le territoire et une offre innovante? Alors, si on s'intéresse aux hommes et femmes qui accompagnent le mouvement, c'est-à-dire principalement les artisans du bâtiment, mais aussi les bureaux d'études, les architectes, etc.,
On peut dire qu'aujourd'hui, il y a partout sur le territoire des gens compétents. Mais on peut dire aussi que l'ensemble des gens qui travaillent dans l'acte de bâtir ou de rénover n'ont pas acquis la compétence nécessaire. Voilà, donc on a encore un gros effort à faire et c'est compliqué, par exemple, lorsque on s'intéresse aux artisans du bâtiment, on sait que c'est principalement des entreprises unipersonnelles. Donc c'est compliqué d'aller demander à un gars qui travaille tout seul de passer beaucoup de temps à se former. Et on a essayé de mettre le curseur au bon niveau en lui disant il faut vous former, mais il faut que ce soit compatible avec votre vie professionnelle et son exercice. Donc on a des progrès à faire pour aller plus vite, plus fort, plus loin, mais ménageons ces professions pour qu'elles réussissent cette mue. Et puis du côté des matériaux ou des techniques innovantes, là on a deux sujets essentiels, trois sujets essentiels. Le premier sujet, c'est qu'il faut doper dans notre pays la recherche et le développement dans ces sujets-là. On est une branche d'activité, l'industrie immobilière, où la R&D, elle est le parent pauvre par rapport aux autres branches de l'activité économique. Donc, dopons nos activités de recherche pour innover, inventer les matériaux et les équipements de demain. Deux, faisons en sorte que les autorisations de mise sur le marché et les assurances accompagnent ces produits et ces techniques innovantes sans attendre d'avoir 10 ans d'expérience pour vérifier si c'est pertinent ou pas. Il faut qu'on prenne du risque collectif, qu'on accepte de l'assumer et qu'on accompagne ceux qui veulent installer ces équipements. Et puis, on a les règles. Pour le moment, les règles, elles sont essentiellement sur le neuf. Du côté de la rénovation, c'est plutôt des obligations de moyens qui sont mis en œuvre et il faut qu'on arrive à, par une concertation avec les milieux professionnels, à avoir des règles professionnelles, des DTU qui soient adaptées à la nouvelle situation. Mais on peut dire que ce soit les personnes ou que ce soit les matériaux, on a à réussir une mue profonde de l'industrie immobilière à travers tous ses acteurs et toutes les techniques et matériaux qu'elle met en œuvre. Et ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et ça, c'est le chantier vraiment de demain. Alors, Philippe, moi, je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Je mettrais juste petite précision. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de techniques innovantes qui sont là, qui sont sur la table. Maintenant, il faut sortir de l'expérimentation parce qu'il y a déjà quand même beaucoup d'expérimentations qui ont été faites autour de ces sujets et il faut passer l'étape d'après qui est la massification. Je parlais des matériaux innovants et biosourcés. Je pense qu'il y a déjà des projets qui étaient dans le champ de l'expérimentation, qui ont démontré, qui ont permis aussi de faire avancer les règles professionnelles dont tu parles. Maintenant, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de ce coup de pouce pour emmener l'ensemble de la filière dans ces sujets. Et si je peux ajouter là-dessus, je crois qu'il y a vraiment, on a un peu trop souvent tendance à penser individuellement les artisans. Donc, on forme chaque artisan. Une grande partie du problème là, c'est de faire travailler ensemble ces artisans. Donc, il y a vraiment une réflexion à sortir de l'échelle individuelle de ce côté-là, du côté artisan, entreprise, etc. Je dirais qu'il y a un peu la même chose à faire du côté habitant, parce qu'on pense une maison, un appartement, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à quelque chose qui s'était développé, au moins partiellement en Grande-Bretagne, qui est de vraiment faire un pâté de maison? On a une économie d'échelle, on stigmatise personne, etc. Ce serait infiniment plus efficace. On reste beaucoup trop dans l'individuel, Suzanne a raison. Suzanne a raison. Il faut qu'on passe d'un raisonnement au logement ou à l'immeuble collectif qui a guidé jusqu'à présent nos actions, à un raisonnement à l'îlot, au quartier, à l'espace urbain, au centre-ville. C'est comme ça qu'on arrivera
à la fois à embarquer dans le mouvement l'ensemble des ménages et des entreprises concernées et qu'on arrivera à trouver une implication meilleure de professionnels bien formés. Si on fait ça, les promoteurs vont s'intéresser à ces actions, serait-ce de rénovation. Si on fait ça, les gros du BTP, les entreprises générales vont penser qu'il y a des marchés parce que l'échelle sera adéquate avec celle auxquelles ils sont habitués. Donc c'est une voie d'avenir et pour ceux qui veulent aller plus loin, on trouve sur le site du plan bâtiment durable un rapport que j'ai remis à Emmanuel Vargon sur le sujet qui s'appelle le renouveau urbain et on trouve du côté des architectes un travail très intéressant sur le développement de la densité dans les zones pavillonnaires qui a été remis à travers ce groupement qui s'appelle Profil, PROF2EL, et qui est aussi disponible. C'est vraiment la voie de l'avenir, c'est-à-dire une action plus collective, comme Suzanne vient de le dire. Mais, tout en n'oubliant pas, et c'est un peu la question de Sonia à un moment, n'oublions pas l'habitant concerné aussi. Sonia posait la question de est-ce que la personne qui a sa rénovation globale, est-ce qu'elle l'a demandé? Est-ce qu'elle le veut? Bien sûr, ça c'est vraiment un des premiers points pour nous, mais c'est une vraie question, hein, c'est une question qui va se poser si on passe à la massification. Dans ce que nous sommes en train de faire dans l'expérimentation, on le fait avec l'habitant. C'est compliqué, hein, parce que si on vous rénove l'ensemble de votre maison, vous n'avez pas les moyens d'aller à l'hôtel pendant 2 mois en attendant que ce soit fini. On rénove tout. Et le fait que les personnes participent, ça facilite un peu. Et puis l'accompagnement fait partie de ça. On déplace, on loge d'un côté de la maison, puis ensuite de l'autre, etc. Mais l'habitant doit rester au milieu. Et il y a un sacré enjeu à passer vraiment le turbo sans perdre les gens, et en particulier les gens les plus fragiles. Alors, du coup, Philippe, tu parlais de ce document sur densifier, rénover. Moi, je suis complètement d'accord sur cette question du changement d'échelle, mais ça veut dire aussi qu'il y a un autre acteur essentiel qu'on doit emmener avec nous, c'est l'élu local, c'est le maire. Il y a 36 000 communes en France, et bien, il y a 36 000 personnes qu'on doit emmener avec nous, convaincre, qui est aussi dans ce que tu expliquais, Suzanne, d'emmener les habitants. Le maire, c'est aussi l'interlocuteur privilégié de ces habitants qui sont en grande précarité. C'est aussi un interlocuteur qui est source de confiance. Et si une démarche un peu globale qui s'intéresserait à un quartier est portée par le maire, elle a beaucoup plus de chances d'aboutir parce que ça rassurera les habitants aussi sur le sens de l'intérêt général qui est mis en œuvre. Il y a aussi quand même derrière toutes ces questions-là, il y a des phénomènes de marché. Effectivement, il faut trouver une échelle, se remettre dans une échelle industrielle, mais il faut quand même aussi se resituer dans des questions d'intérêt général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rénover, améliorer le cadre de vie pour être résilient par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est un enjeu majeur d'intérêt général et d'intérêt public. Donc, il faut réussir à emporter les intérêts privés de chacun avec cet objectif qui est l'objectif de tous et qui est un objectif d'intérêt général majeur. Et la courroie de transmission que sont les élus dans ce jeu permanent entre le privé, la propriété privée, le particulier et l'échelle globale, c'est la question du territoire, c'est la question de la ville et c'est la question des gens qui la font, qui sont les élus locaux, soit les maires, soit les EPCI, les collectivités territoriales, communautés de communes et tout ça. Donc ça, c'est fondamental. Et là, il y a un vrai travail à faire. Je pense des acteurs comme le plan bâtiment ou le Conseil de l'ordre, on est aussi des acteurs majeurs pour remporter les élus. Merci Valérie. Ce webinaire va se terminer dans quelques minutes. Est-ce que je pourrais demander à Suzanne et à Philippe une phrase ou une perspective par rapport à cette question objectif zéro carbone dans l'habitat? On parle bien d'habitat. Suzanne, un mot. Peut-être pour rebondir sur la question des territoires, je crois que c'est très important d'arriver à ancrer ce travail
évidemment avec les habitants, mais aussi en lien avec les ressources du territoire. Alors, Outre-mer, il va y avoir telle source, en Grand Est, telle autre chose. Faire du low-tech. Moi, je crois beaucoup, dans la mesure du possible, de faire du low-tech. Si on peut faire du low-tech, ce n'est pas la peine d'en faire du high. Et essayer d'aller de l'avant avec ce qu'on a et en étant attentif à qui est pris dans ce tourbillon, parce qu'il faut que ce soit un tourbillon. Ça, c'est très clair. Tu es entraîné, Philippe, dans le tourbillon? Oui, il y a une question d'Anaïs auquel il faudra répondre en dehors du webinaire, mais bien sûr, Habitat Humanisme est soumis pour les logements qu'il gère aux obligations qui sont celles de l'ensemble du parc. Alors, le mot, pour terminer, je l'emprunte, c'est un élan que je veux donner, je l'emprunte à une grande dame aujourd'hui disparue qui s'appelle Sœur Emmanuelle. Ce mot, c'est Yallah. C'est-à-dire en avant, allons-y, nous tenons le bon bout, ensemble, nous allons réussir. Voilà, merci Suzanne, merci Valérie, merci Philippe de vos contributions et merci à Impact France qui nous a permis de nous réunir dans ce webinaire. Bonne journée à chacun de vous et peut-être à très bientôt. Très bientôt. Et merci à nos auditeurs et auditrices. Merci aux auditeurs. Au revoir. Au revoir à tous.